Bonjour, je tenais à remercier les organisateurs du congrès d'avoir accepté ma présentation. Je vais vous présenter aujourd'hui une technique de transposition de la commissure labiale pour le traitement de la génésie palpébrale chez le chat. Le colobome, c'est une malformation qui est caractérisée par une persistance de la fente colobomique qui peut intéresser et se manifester par des fissures ou des défauts de développement de différents tissus au niveau de l'œil, que ce soit au niveau des paupières, de l'iris, du cristallin, de la choroïde ou éventuellement aussi de la rétine. Les colobomes palpébraux sont plutôt qualifiés d'agénésie palpébrale et ont été décrits dans de nombreuses espèces. Leur correction donc, doit permettre la protection de la cornée ainsi que la restauration d'une bonne statique palpébrale. Trois couches doivent être transposées, la couche cutanée, la musculeuse ainsi que la muqueuse. Pour vous présenter ces techniques, on va articuler donc les propos autour d'une série de cas cliniques, donc de deux chats en fait frères d'une même portée de 5 mois, qui présentaient tous deux une agénésie palpébrale bilatérale et une microphthalmie sévère de l'œil contralatéral. Voici les 4 yeux concernés, en fait, donc du chat numéro 1 et du chat numéro 2. Concernant les yeux microphthalmes, ces yeux en fait présentaient une cécité, une surinfection, ainsi qu'également une agénésie palpébrale de la partie latérale de la paupière supérieure. Les yeux contralatéraux, adelphes, présentaient eux un blépharospasme assez marqué, un épiphorat séreux, donc des écoulements au niveau de l'œil, une agénésie palpébrale intéressant plus des 2/3 de la largeur de la sangle palpébrale, une kératite secondaire avec la présence de néovaisseaux cornéens. Compte tenu de l'importance du déficit palpébral, seule une correction chirurgicale doit être envisagée dans ces deux cas. Elle consistera en la réalisation d'une transposition labiale unilatérale sur l'œil de taille normale et en l'énucléation de l'œil microphthalme. La procédure chirurgicale en fait, est assez classique avec une prémédication anesthésique et antalgique avec une induction au propofol et un entretien à l'isoflurane. La préparation chirurgicale en fait, va consister en une large tonte de la zone qui va être tondue autour de l'œil, sur le côté de la face, ainsi qu'en regard de la commissure labiale. Il est important en fait de mesurer donc la longueur de la génésie de la paupière supérieure a été mesurée et reportée sur la babine inférieure afin de définir les limites des incisions nécessaires. Le canal parotidien a été sondé à l'aide d'un crin de Florence pour identifier et éviter d'endommager ce canal lors de l'intervention. Une désinfection était alors réalisée, un champ opératoire est positionné. Le principe en fait donc des lignes d'incision, en fait, donc la zone colobomateuse va être retirée, une exérèse du canthus externe ainsi que des poils en trichiasis est réalisée à l'aide donc d'un bistouri et de ciseaux atténotomies. Une incision de pleine épaisseur de la babine supérieure et inférieure est ensuite réalisée et va inclure donc la commissure latérale en fait labiale ainsi que la muqueuse orale sur 1 centimètre de largeur. Ceci afin de permettre en fait de former un nouveau cul-de-sac conjonctival au niveau du site receveur. Les incisions cutanées vont être prolongées en arrière, donc caudalement. Une incision en pont va être réalisée entre la partie inférieure et supérieure du site chirurgical. Puis ensuite, on élargit de façon à ce que le greffon puisse être intégré au niveau de ce pont. Le pédicule, dès lors, est retourné, puis mis en place en position anatomique avant de suturer la muqueuse buccale avec la muqueuse conjonctivale du lit receveur. Donc on réalise ces sutures à l'aide d'un insurjet continu. La peau va être suturée à l'aide d'un surjet continu également. Les manipulations doivent être aussi délicates que possible afin de réduire la probabilité d'avoir une nécrose ou une déhiscence des sutures. L'incision buccale est enfin suturée en deux plans, muqueux et cutané. On réalise enfin l'énucléation de l'œil opposé par une technique conventionnelle transpalpébrale. Dans tous les cas, dans les deux cas les deux chats présentés, on a retrouvé en fait un globe oculaire de moins de 5 mm avec d'autres anomalies présentes dans l'orbite.
Donc voilà, en post-opératoire, la procédure est assez standard. On met les 2 animaux sous traitement antibiotique et anti-inflammatoire systémique pour 10 jours. On applique des antibiotiques locaux à base d'acide fusidique, port de la collerette pendant 12 jours et application de compresses humidifiées tièdes, pendant, les 10 jours, en fait, hein, donc suivant l'opération pour limiter le risque d'avoir, des déhiscences et une nécrose tissulaire. On contrôlera ces chats, en fait, donc 12 jours après, puis 1, 3 et 6 mois après l'intervention. Dès le premier contrôle à 12 jours, les propriétaires nous manifestent une diminution des écoulements au niveau des yeux, une sensation que les chats sont moins douloureux au niveau des yeux qui ont subi la transposition labiale. Mais par contre, on note une absence de réflexe palpébral pour ces deux animaux. Voilà l'évolution à 1 mois en fait sur le premier chat opéré, toujours pas de réflexe palpébral 1 mois après l'intervention. Par contre, on note une très bonne qualité de l'ouverture de la fente palpébrale et une nette diminution et régression des néovaisseaux cornéens. Au suivi à long terme, donc 3 mois, les 2 chats ont récupéré un réflexe palpébral de l'œil, ayant subi la transposition et on aperçoit une nette amélioration de la transparence au niveau cornéen. Donc voici donc, le premier chat, 6 mois après l'intervention. Donc là, on a vraiment un résultat qui est très intéressant, que ce soit cosmétiquement ou fonctionnellement pour le premier chat. Et voilà le second chat, donc pour l'œil opposé, donc avec le résultat à 6 mois. Je présente également en fait la comparaison, des 2 yeux en fait, concernés à J0 et 6 mois après l'intervention, qui permet d'apprécier en fait le bon aspect et cosmétique et au niveau fonctionnel, donc la régression des lésions cornéennes. Alors, l'agénésie palpébrale féline, c'est une affection peu fréquente qui va engendrer une kératite chronique ainsi que de la douleur, voire dans certains cas une cécité. Plusieurs études envisagent une étiologie génétique, virale, voire tératogène, et aucune n'a pu confirmer l'origine. Ces phénomènes d'agénésie peuvent survenir seuls ou associés au sein d'un syndrome d'anomalie oculaire multiple, et ce colobome palpébral peut être bilatéral. L'agénésie palpébrale, elle, va donc induire des lésions cornéennes en raison d'une kératite d'exposition secondaire à la lagophtalmie et au frottement lié au trichiasis qui est présent. La prise en charge, en fait, hein, donc, elle va varier suivant le degré d'atteinte, en fait, hein, donc, et l'importance de la kératite occasionnée, que ce soit sur des grades légers, en fait, de petits colobomes qui n'ont pas de conséquences importantes au niveau de la cornée. À ce moment-là, aucune thérapeutique ne va être nécessaire. Dans les stades donc de grade 2, une kératite modérée en fait va être présente et on peut éventuellement hein, utiliser des agents lubrifiants hein, ou éventuellement des mesures et des procédures d'épilation du trichiasis qui peuvent des fois suffire. Jusqu'à 25% de la largeur palpébrale, on va pouvoir réaliser une simple résection de la zone atteinte et réapposer en fait donc du tissu sain en fait, hein, donc sur cette zone-là, comme on ferait par exemple pour l'exérèse d'une tumeur palpébrale de petite taille. Maintenant, donc, dès qu'on dépasse les 25% d'atteinte de la largeur de la sangle palpébrale, donc dès lors, une technique chirurgicale plus complexe de lambeaux d'avancement ou de rotation devront être utilisées. Donc jusqu'à présent, en fait, différentes techniques étaient décrites et proposées, comme les greffes cutanées de rotation, techniques de mustardé, cryoépilation, des injections intradermiques de collagène ou techniques de Stades modifiées. Mais on va dire aucune de ces techniques en fait, va donner une entière satisfaction puisqu'elle nécessite des fois plusieurs interventions sans garantie de résultat ni répétabilité de la technique. Et surtout, c'est que en fait, aucune de ces techniques ne permet de reconstituer convenablement en fait, le canthus latéral de l'animal. Donc du coup, la technique présentée aujourd'hui est une technique qui est inspirée des travaux de Pavletic, qui a présenté cela donc chez le chien en fait, hein, et cette technique consiste à remplacer chez le chien une déficience de pleine épaisseur de la paupière inférieure à l'aide de la babine supérieure et de la muqueuse orale associée. Donc la technique présentée aujourd'hui permet clairement de reconstituer un canthus externe et rend ainsi donc possible une amélioration de la fonctionnalité et de l'apparence esthétique. La création d'un bord palpébral stable, qui lui va permettre une couverture cornéenne complète qui ne nécessitera du coup pas de traitement supplémentaire à terme, topique, quoi que ce soit. Par contre, cette technique chirurgicale doit être bien réalisée, bien maîtrisée,
et du coup permet donc d'envisager le remplacement de tout ou partie, des 2 paupières puisque la commissure labiale est un tissu assez malléable et qui va pouvoir permettre de fournir, tout ou partie de ces 2 paupières. Néanmoins, la technique présente un inconvénient qui est celui de déformer la commissure labiale. C'est une procédure aussi dont le temps de réalisation peut s'avérer beaucoup plus long que des techniques classiques, avec des risques de déhiscence importants. Mais une fois qu'on fait le bilan, la qualité fonctionnelle et cosmétique du résultat donné justifie entièrement le recours à cette technique. Donc cette technique semble bien adaptée chez le chat, en raison de sa conformation, en fait, et on pourrait imaginer qu'elle puisse aussi servir, dans d'autres indications, en fait, par exemple, dans des cas de tumeurs palpébrales assez invasives, en fait, chez le chat. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous souhaitez aller plus loin, en fait, dans votre formation en ophtalmologie, sachez qu'autour de Vision Animale, vous allez retrouver sur le site internet, visionanimal.fr des cas cliniques. Sur la page Facebook, Vetophtalmo, cas cliniques en ophtalmologie vétérinaire, vous êtes déjà plus de 3000 inscrits, donc vous allez trouver des cas cliniques qui vous permettront d'échanger, en fait, entre confrères sur les cas qui peuvent des fois vous poser problème, en fait. Et vous avez désormais aussi donc 2 autres moyens, donc la page Instagram Vision Animale, donc pour voir donc des photos d'yeux qui sont assez esthétiques et plaisants. Et tout enfin, en fait, si vous souhaitez aller plus loin également dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique, j'ai développé donc, je vous propose en fait, la page, YouTube en fait, donc Vision Animale qui vous présente en fait différents gestes plus ou moins techniques en fait de chirurgie oculaire et qui vous permettront du coup de vous former en fait et d'apprendre toujours plus.